Arrête de te comporter comme si on te devait quelque chose, Léa. Tu as toujours été la plus égoïste de la famille. » Les mots de ma mère, Isabelle, ont claqué dans l'air comme un coup de fouet, suspendant les rires et le tintement des verres. Nous étions une dizaine, réunis dans la grande salle à manger, baignée de soleil pour célébrer son 52e anniversaire. La table était impeccable, couverte de plats fins et de bouquets de fleurs fraîches, une scène parfaite pour une famille parfaite. Mon père a baissé les yeux sur son assiette, mon frère a affiché un air agacé, et les autres invités ont soudainement trouvé un intérêt immense dans le motif de leur serviette. J'ai senti mon cœur se serrer, un froid glacial se répandre dans ma poitrine. Devant tout le monde, elle venait de me peindre comme une enfant gâtée et ingrate. Personne ne savait que cette façade de bonheur familial, cette maison même où nous étions assis, tenait debout grâce à moi, la fille égoïste. La vérité était mon fardeau silencieux, un secret qui me rongeait depuis 5 longues années. Cette accusation d'égoïsme a toujours été son arme préférée contre moi, une blessure qu'elle rouvrait à chaque occasion. Elle me ramenait systématiquement à mes 11 ans, à ce mois d'été où mes parents sont partis en Europe pour un second voyage de noces. Ils m'avaient laissée seule, avec 20 € sur la table de la cuisine et des instructions vagues pour me débrouiller. Je me souviens encore de leur excitation, de leur valise prête dans l'entrée, et de la légèreté avec laquelle ma mère m'avait dit « Sois sage, on t'appellera ». Ce n'était pas de la méchanceté calculée, c'était pire. Une négligence totale, une indifférence absolue. J'étais un détail logistique, un inconvénient mineur dans leur grande aventure. Pendant qu'ils admiraient les monuments de Paris et de Rome, j'apprenais à gérer la peur du noir, la faim et une solitude écrasante. Si vous avez déjà vécu un tel sentiment d'abandon, si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre expérience dans les commentaires. Je veux vraiment vous écouter. Aujourd'hui, à 23 ans, assise à cette table, j'étais la gardienne de leur stabilité. Depuis mes 18 ans, je versais secrètement 400 € par mois sur leur compte pour rembourser le prêt immobilier qu'ils n'arrivaient plus à honorer. 5 ans de sacrifices, 60 mensualités, un total de 24 000 € qui avaient empêché la banque de saisir cette maison. Pour y parvenir, j'avais renoncé à mes études, enchaînant un travail d'assistante administrative le jour et de serveuse la nuit. Je vivais dans un minuscule studio du quartier du Panier, à Marseille, comptant chaque centime, pendant qu'ils maintenaient leur train de vie dans cette villa bourgeoise avec vue sur la mer. Ils ignoraient tout. Pour eux, j'étais juste la petite dernière qui peinait à joindre les deux bouts, celle qui n'avait pas réussi comme son frère aîné. Chaque virement était un acte d'amour silencieux. Mais aujourd'hui, face à son mépris public, je réalisais que c'était surtout un acte de soumission. Je n'ai rien répondu à son attaque. J'ai simplement esquissé un sourire crispé, sentant la chaleur monter à mes joues, et j'ai continué de manger comme si de rien n'était. Le silence à table était lourd, pesant, mais personne n'a osé la contredire. Ma tante Sophie, sa propre sœur, m'a lancé un regard plein de pitié, le seul signe de soutien dans cette pièce. J'ai terminé mon repas en silence, souhaité un joyeux anniversaire mécanique à ma mère, et je suis partie la première, prétextant un mal de tête. En marchant vers l'arrêt de bus, loin de leur monde parfait, une rage froide et déterminée a commencé à grandir en moi. Cette humiliation n'était pas une fin, c'était un commencement. Ma mère pensait avoir gagné, avoir réaffirmé son autorité devant toute la famille. Elle ne se doutait pas une seule seconde que ce jour-là, elle m'avait donné la force de préparer ma riposte. Une semaine plus tard, tout allait basculer. Ce n'était pas la première fois que je portais le poids de leurs erreurs. Tout a commencé le soir de mes 18 ans. Au lieu de célébrer, j'étais assise en haut des escaliers, écoutant leurs voix paniquées monter du salon. Mon père, Marc, parlait d'un investissement qui avait mal tourné, de la banque qui menaçait de saisir la maison. J'entendais la peur dans sa voix, une fragilité que je ne lui connaissais pas. Ma mère, elle, était dans le déni le plus total, balayant ses craintes d'un revers de main. « Ne sois pas ridicule, nous trouverons une solution. L'important est de ne rien changer à nos habitudes, pour ne pas alerter les voisins. »
L'image. Toujours l'image. C'est à ce moment précis que j'ai compris que la solution, ce serait moi. Ils ne me l'ont jamais demandé directement, mais le message était clair. La famille était en danger, et mon frère, déjà lancé dans ses études coûteuses, était intouchable. Leur regard s'est tourné vers moi, la fille discrète, celle qui ne demandait jamais rien. Le premier virement de 400 € a quitté mon compte le mois suivant. J'avais trouvé un deuxième emploi, servant des cafés jusqu'à 1h du matin après mes journées au bureau. Je me souviens de la fatigue qui me collait à la peau, de l'odeur de nourriture frite imprégnée dans mes cheveux. J'ai ouvert un compte séparé et commencé à tout documenter méticuleusement, chaque virement, chaque relevé bancaire, chaque lettre de la banque qu'ils laissaient traîner et que je récupérais. J'ai tout classé dans un simple classeur rouge, non pas par méfiance au début, mais par besoin de contrôle, pour donner un sens à ce sacrifice absurde. Pour eux, la situation s'était miraculeusement arrangée. Ils n'ont jamais posé de questions. Ils ont simplement continué à organiser leur dîner, à partir en week-end, soulagés par une magie dont ils ignoraient la source. Pendant ce temps, mon classeur rouge s'épaississait, devenant le témoin silencieux de ma jeunesse sacrifiée. La différence de traitement avec mon frère aîné, Thomas, était une blessure constante. Pendant que je comptais mes euros pour payer mon loyer et leurs prêts, mes parents finançaient sans hésiter son master dans une grande école de commerce parisienne. Ils parlèrent de lui avec une fierté débordante lors des repas de famille, vantant ses stages prestigieux et son avenir prometteur. Thomas a toujours eu la tête sur les épaules, disait ma mère en me lançant un regard qui signifiait tout le contraire à mon sujet. Pour eux, son succès était le leur, un investissement rentable qui justifiait tout. Mon échec à poursuivre des études supérieures était, à leurs yeux, la preuve de mon manque d'ambition, pas la conséquence directe de leur irresponsabilité. Je n'étais qu'une pièce de soutien dans le grand théâtre de leur réussite familiale, une coulisse obscure nécessaire pour que la vedette, mon frère, puisse briller sous les projecteurs. Cette dynamique ne faisait que répéter le schéma de mon enfance. L'abandon à 11 ans n'était pas un incident isolé, c'était le fondement de notre relation. J'avais appris très tôt que je ne pouvais compter que sur moi-même, que leurs besoins passeraient toujours avant les miens. J'étais devenue l'adulte de la maison avant l'âge, celle qui pensait à faire les courses, à payer les factures oubliées sur le comptoir, celle qui absorbait leur stress en silence. Ma tante Sophie a parfois tenté de percer ma carapace. « Tu es sûre que tout va bien, ma chérie ? Tu as l'air si fatiguée. » Je hochais la tête, un sourire forcé aux lèvres, incapable de trahir ce secret qui me liait à eux. Révéler leur faiblesse m'aurait semblé une trahison encore plus grande. Je protégeais leur image, leur confort, leur déni, au détriment de ma propre vie, espérant secrètement qu'un jour, ils verraient enfin la vérité. Quelques jours après cet anniversaire désastreux, assise dans mon petit studio, le classeur rouge posé sur ma table basse, la réalité m'a frappée avec une violence inouïe. 5 ans, 24 000 €, des milliers d'heures de travail, de sommeil sacrifié, de rêves mis en attente. Tout ça pour être humilié publiquement, traité comme un fardeau égoïste. La colère qui avait commencé à monter en moi s'est transformée en une résolution froide et tranchante. Ce n'était plus de l'amour, c'était un piège. Je fixais les lignes de chiffres sur les relevés bancaires, chaque virement une cicatrice. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré sur la table, faisant sursauter le silence. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. Mon cœur s'est emballé, non pas de peur, mais d'une étrange certitude. Je savais, avant même de répondre, que cet appel n'était pas pour des excuses. C'était le début de la fin. J'ai décroché avec une appréhension glaciale, le cœur battant à contretemps dans ma poitrine. La voix de ma mère était enjouée, presque chantante, comme si l'humiliation de la semaine passée n'avait jamais existé. Elle m'a parlé de la météo, de la nouvelle série qu'elle regardait, de futilités qui sonnaient faux, grotesques. Chaque mot mielleux était un pansement sale posé sur une plaie ouverte. J'écoutais en silence, le regard perdu sur les murs nus de mon studio, sentant le fossé entre sa réalité et la mienne se creuser un peu plus. Pour elle, le monde continuait de tourner, parsemé de petits plaisirs et de conversations légères. Pour moi,
Il s'était arrêté net à cette table, sous le poids de son mépris. Elle ne m'appelait pas pour s'excuser, je le savais. Elle appelait parce qu'elle avait besoin de quelque chose. C'était toujours comme ça. Ma fonction dans sa vie était de combler un vide, qu'il soit financier ou émotionnel, et de rester invisible le reste du temps. Et puis, elle a lâché la bombe, au détour d'une phrase, avec la même désinvolture que si elle annonçait le menu du dîner. Au fait, ton père et moi avons une grande nouvelle. On va vendre la maison pour acheter un gîte en Provence. C'est le projet d'une vie, tu imagines ? Enfin profiter du soleil, des lavandes. Mon souffle s'est coupé. Vendre la maison que j'avais sauvée, mois après mois, dans l'ombre, l'objet de 5 ans de sacrifice, de nuits blanches et de rêves avortés, balayés en une conversation téléphonique. Mon esprit a refusé de traiter l'information. J'entendais sa voix continuer, pleine d'une excitation enfantine, décrivant les rénovations qu'ils prévoyaient, la piscine qu'ils installeraient. Chaque détail était un coup de poignard. Ils allaient prendre l'argent de mon travail, de ma jeunesse, et le transformer en leur retraite dorée, sans même un regard en arrière. Comme si ce n'était pas suffisant, le coup de grâce est arrivé. D'ailleurs, ma chérie, on se disait, comme tu as un peu d'économie, tu pourrais peut-être nous donner un petit coup de pouce. Juste quelques milliers d'euros pour compléter l'apport, ça nous aiderait tellement à démarrer. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Moi, l'égoïste, celle qui ne pensait qu'à elle. On me demandait maintenant de financer leur nouvelle vie de rêve avec les miettes que j'avais réussi à préserver pour moi-même. L'ironie était si cruelle, si violente, qu'elle en devenait presque absurde. C'était la confirmation ultime. À leurs yeux, je n'étais pas une personne. J'étais une ressource, une banque, une solution de secours sans âme ni sentiment, dont on pouvait se servir à volonté avant de la ranger dans un coin. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Probablement un murmure vague, un « je vais voir » qui a mis fin à la conversation. En raccrochant, je ne ressentais plus de tristesse. La douleur avait laissé place à une clarté terrible, glaciale. L'illusion d'une famille, l'espoir d'une reconnaissance, tout s'était évaporé. Il ne restait que la réalité brute. J'avais été utilisée. Chaque virement, chaque heure de travail supplémentaire n'avait pas été un acte d'amour, mais la corde avec laquelle je m'étais moi-même étranglée. Assise dans le silence de mon studio, mon regard s'est posé sur le classeur rouge, posé sur ma petite étagère. Ce n'était plus un simple dossier. Ce n'était plus le témoin silencieux de ma dévotion. C'était devenu un acte d'accusation. La dernière pièce du puzzle venait de s'emboîter et l'image qu'elle formait était monstrueuse. Je me suis levée, j'ai marché lentement jusqu'à l'étagère et j'ai pris le classeur entre mes mains. Le plastique rouge était froid sous mes doigts. Je l'ai ouvert sur la table basse, feuilletant les pages une à une. Les relevés bancaires, les copies des lettres de la banque, les preuves irréfutables de mon sacrifice. Chaque ligne était une insulte, chaque chiffre un rappel de leur indifférence. La colère qui montait en moi n'était plus une vague destructrice, mais un courant puissant et maîtrisé. Ils voulaient me vendre la maison. Ils voulaient mon argent pour construire leur avenir sur les ruines du mien. Très bien. Ma mère pensait que son anniversaire était terminé, que son triomphe était complet. Elle se trompait. La fête ne faisait que commencer, et j'allais m'assurer que le cadeau que je lui préparais serait inoubliable. Les jours qui ont suivi cet appel téléphonique se sont dissous dans un brouillard de solitude et de silence. Je ne suis pas sortie de mon studio, je n'ai répondu à aucun message. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que moi, les 4 murs de ma petite vie, et le poids écrasant de leur trahison. La tristesse n'était plus une vague. C'était un océan dans lequel je flottais, inerte. Je passais des heures à fixer le classeur rouge, posé sur ma table. Il n'était plus seulement un recueil de preuves, il était le mausolée de ma jeunesse. Chaque relevé bancaire était une pierre tombale pour un rêve que j'avais abandonné. Ce voyage en Italie, ces cours de photographie, cette simple insouciance que je voyais sur le visage des filles de mon âge. Leurs voix résonnèrent dans ma tête.
leur excitation pour leur gîte en Provence, leur demande éhontée. Ils ne m'avaient pas seulement volé mon argent, ils avaient volé mon temps, et c'était une dette qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Au bout de 3 jours, incapable de supporter plus longtemps le poids de ce secret, j'ai fait la seule chose qui me semblait encore possible. J'ai appelé ma tante Sophie. Ma voix était un filet rauque, brisé par le manque d'usage. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai simplement dit « Tante Sophie, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de mes parents. » Elle a dû sentir l'urgence dans mon ton, car elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit « J'arrive ». 1 heure plus tard, elle était assise sur le bord de mon lit, une tasse de thé fumante entre ses mains. Je lui ai tout raconté, depuis la menace de saisie il y a 5 ans jusqu'à l'appel pour financer leur nouvelle vie. Je lui ai montré le classeur. Elle a tourné les pages en silence, son visage se durcissant à chaque ligne, à chaque chiffre. Quand elle a relevé les yeux, il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement une colère froide et protectrice. « Ce n'est pas de l'amour, Léa, » dit-elle doucement. « C'est de l'exploitation. Et ça s'arrête ce soir. » Ces mots ont été un électrochoc. Pour la première fois, quelqu'un validait ma souffrance, nommait l'injustice que je subissais. Nous sommes restés assises pendant des heures, le classeur ouvert entre nous comme un plan de bataille. Ce n'était plus une question de souffrir en silence. C'était une question de justice. L'idée du plan a germé naturellement, presque inévitablement. Ma mère était obsédée par son image, par l'admiration de la famille. C'était son talon d'Achille. La seule façon de la forcer à voir la vérité n'était pas dans une confrontation privée, qu'elle aurait niée et retournée contre moi, mais dans une exposition publique, devant ceux dont elle cherchait l'approbation. Nous n'allions pas la détruire par méchanceté, mais par nécessité. Nous allions utiliser la scène qu'elle avait elle-même construite, le théâtre de sa perfection familiale, pour y jouer le dernier acte, celui de la vérité. Le plan était simple, brutal et absolument nécessaire. Le symbole de ma libération serait ce classeur rouge. Ce qui avait été l'archive de ma soumission allait devenir l'arme de ma réclamation. Ma tante Sophie m'a aidée à organiser mes pensées, à préparer chaque phrase. Je ne devais pas être émotive, mais factuelle. Les chiffres parleraient pour moi. Les dates parleraient pour moi. La lettre de la banque, que j'avais sauvée de la poubelle des années auparavant, serait la preuve irréfutable. Nous avons appris par un cousin que mes parents organisaient un grand dîner le samedi suivant pour annoncer officiellement leur projet provençal à toute la famille. Le timing était parfait, presque poétique. Ils allèrent lever leur verre à leur avenir radieux, un avenir construit sur mes ruines. Et c'est à ce moment précis, au sommet de leur triomphe autoproclamé, que je ferai mon entrée. Je ne viendrai pas en victime, mais en créancière. Le reste de la semaine, j'ai fonctionné en pilote automatique, mue par une détermination glaciale. J'ai préparé une copie de chaque document important du classeur, au cas où. Je me suis entraînée à parler d'une voix calme et posée devant mon miroir, répétant les faits sans laisser transparaître la douleur. La rage qui m'avait consumée s'était transformée en un carburant froid et efficace. Je n'avais plus peur. La peur vient de ce que l'on a à perdre, et j'avais déjà tout perdu. Le samedi matin, j'ai reçu un message de ma mère. « N'oublie pas le dîner ce soir. Grande nouvelle à célébrer. Apporte une bouteille de vin si tu peux. » J'ai regardé mon téléphone, un sourire sans joie étirant mes lèvres. Oh, j'allais apporter quelque chose. Pas du vin. J'allais apporter la vérité, et elle serait bien plus amère à avaler. La soirée s'annonçait inoubliable. Je suis arrivée au dîner avec le classeur rouge dissimulé dans un grand sac en toile. La maison brillait de 1000 feux, une mise en scène parfaite pour leur grande annonce. Le champagne coulait à flots, les rires fusaient, et ma mère, Isabelle, rayonnait au centre de cette fausse joie, acceptant les compliments et les félicitations. Elle était dans son élément, la reine de son petit royaume bâti sur des mensonges, et mon silence. Je me suis assise à la place qu'on m'avait assignée, à l'extrémité de la table, l'éternelle pièce rapportée. J'ai observé le spectacle, mon cœur battant d'un rythme lent et régulier.
une machine froide prête à entrer en action. Je n'avais ni peur, ni haine. Je n'avais qu'une résolution de glace. Chaque rire, chaque toast porté à leur futur radieux ne faisait que renforcer ma certitude. Ils célébraient leur évasion, ignorant que la porte de leur cage dorée était sur le point de se refermer violemment sur eux. Mon père s'est levé, le verre à la main, pour le discours officiel. Il a parlé de leur rêve provençal, de la fin d'une vie de labeur et du début d'une nouvelle aventure. Il a remercié ma mère pour son soutien indéfectible, et les invités ont applaudi chaleureusement. Ma mère a essuyé une fausse larme d'émotion, le visage empreint d'une modestie calculée. C'était le moment. Alors que les conversations reprenaient, je me suis levée à mon tour. Le silence ne s'est pas fait immédiatement, mais peu à peu, les regards se sont tournés vers moi, intrigués. Mon père m'a regardée avec une pointe d'agacement, ma mère avec une condescendance amusée. Mon frère Thomas semblait déjà s'ennuyer. J'ai posé mon sac sur la table et j'en ai sorti le classeur rouge. Le plastique vif a semblé absorber toute la lumière de la pièce, un point de couleur violent dans ce décor pastel. Le silence est devenu total. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, ma voix sortant calme, presque neutre, tranchant avec l'atmosphère festive. « Maman, avant que tu ne portes un toast à ta nouvelle vie, j'ai un cadeau pour toi. Ce n'est pas grand-chose, juste une histoire. C'est l'histoire de comment vous avez pu garder cette maison. » Son sourire s'est figé. Un frisson a parcouru l'assemblée. J'ai ouvert le classeur sur la nappe blanche, les pages plastifiées produisant un léger claquement dans le silence pesant. J'ai commencé mon récit, non pas par la menace de saisie, mais bien avant. J'ai parlé de mes 11 ans, des 20 € laissés sur la table de la cuisine, de la solitude et de la faim pendant qu'ils admirèrent l'Europe. J'ai vu le visage de ma tante Sophie se crisper de douleur. J'ai ensuite tourné une page, révélant le premier relevé bancaire datant d'il y a 5 ans. Le début de ma véritable histoire avec cette maison. J'ai détaillé les faits, un par un, sans la moindre inflexion de colère dans ma voix. 60 virements, 400 € par mois, tous les mois, pendant 5 ans. Un total de 24 000 €. J'ai fait glisser sur la table une copie de la lettre de la banque, celle qui annulait la procédure de saisie grâce à la régularisation des paiements. Mon nom n'est pas dessus, bien sûr. L'argent partait de mon compte pour arriver directement sur le vôtre, pour payer le prêt que vous ne pouviez plus honorer. Les visages autour de moi étaient dans des masques de stupeur. Mon père était devenu livide, ses yeux fixés sur son assiette comme s'il voulait s'y noyer. Mon frère me dévisageait, l'incompréhension se muant lentement en une horreur glacée. Je n'ai pas quitté ma mère des yeux. Son masque de perfection sociale se fissurait, révélant la panique qui se cachait derrière. Elle a d'abord tenté un rire nerveux, un son strident et faux qui est mort dans sa gorge. Puis, son visage s'est tordu en un rictus de fureur pure. Toute sa grâce, toute son élégance de façade a volé en éclats en une fraction de seconde. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise a basculé en arrière, heurtant le buffet dans un grand bruit. Ses mains étaient plaquées sur la table, ses jointures blanches, son corps tremblant de rage. Son regard n'était plus celui d'une mère, mais celui d'un animal acculé. Et puis, elle a hurlé, sa voix remplissant la pièce, faisant vibrer les verres en cristal, exposant sa vraie nature à tous ceux qu'elle avait voulu impressionner. « De quel paiement tu parles ? C'est notre maison. Tu n'as rien fait !» Le monstre était enfin sorti de sa cage, et tout le monde était là pour le voir. Son cri a déchiré le silence, une explosion de fureur brute qui a fait taire jusqu'au dernier murmure. Les visages autour de la table étaient figés, des masques de stupeur et de malaise. Mon oncle a posé sa fourchette avec un bruit sec sur son assiette. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Ma mère, le visage déformé par la rage, me fusillait du regard, attendant que je m'effondre, que je retire mes accusations. Mais je suis restée debout, calme, le classeur rouge ouvert devant moi comme un bouclier. C'est la voix de ma tante Sophie qui a brisé le sortilège, une voix claire et tranchante. « Isabelle, arrête. J'ai vu Léa travailler jusqu'à l'épuisement pendant des années.
Je l'ai vue rentrer de son service à 2 heures du matin pour se lever à 6 heures. Pendant que vous parliez de vos vacances, elle se tuait à la tâche. Alors oui, dis-nous de quel paiement elle parle. » Sa question est restée suspendue dans l'air, une condamnation sans appel. Tous les regards se sont alors tournés vers mon père. Il était resté assis, la tête baissée, le teint cireux. Il était le co-architecte de ce mensonge, le complice silencieux de cette exploitation. Ma tante a continué, plus doucement mais avec la même fermeté. « Marc, dis la vérité. Fais-le au moins une fois pour ta fille. » Le silence s'est étiré, lourd, insupportable. Mon père a pris une profonde inspiration. Ses épaules se sont affaissées comme s'il portait le poids du monde. Puis, d'une voix à peine audible, un murmure brisé par la honte, il a tout avoué. L'investissement qui avait mal tourné, la peur panique de tout perdre, l'arrivée soudaine et inexpliquée de l'argent qui régularisait leurs dettes chaque mois. Il n'a jamais levé les yeux, mais chaque mot était un clou planté dans le cercueil de leur façade. « On n'a jamais posé de questions, » a-t-il conclu. C'était plus simple de ne pas savoir. Le déni n'était plus une excuse, c'était un aveu de lâcheté. La scène qui a suivi a été d'une tristesse pathétique. Les invités se sont levés un par un, prétextant une fatigue soudaine, un rendez-vous oublié. Leurs adieux étaient froids, leurs regards fuyants. Ils partaient non pas pour me juger, mais pour fuir le spectacle de cette famille en pleine implosion. En moins de 10 minutes, la grande salle à manger s'est vidée, laissant derrière elle une table à moitié consommée, des verres de champagne éventés et un silence de mort. Ma mère était restée debout, immobile au milieu du désastre, son visage vidé de toute couleur. Son public était parti. Son royaume de faux-semblants venait de s'effondrer sous ses pieds. Elle n'était plus la matriarche admirée, mais une femme exposée dans sa cruauté et son égoïsme. J'ai rangé mes documents dans le classeur, sans un mot. Il n'y avait plus rien à dire. La vérité avait fait son œuvre, plus destructrice que n'importe quel cri de haine. Les conséquences pratiques n'ont pas tardé. Le projet de gîte en Provence a été abandonné avant même d'avoir commencé. Le scandale avait fait le tour de la famille, et personne ne voulait plus cautionner leur fuite en avant. Avec l'aide de ma tante Sophie, qui s'est transformée en une avocate redoutable, un accord a été trouvé. Mes parents allaient vendre la maison. Ils n'avaient plus le choix, ni financièrement, ni moralement. Une clause, rédigée par un notaire, stipulait que sur le produit de la vente, la somme de 24 000 € me serait remboursée en priorité avant qu'ils ne puissent toucher le moindre centime. Ce n'était pas une vengeance, c'était une restitution. La reconnaissance de ma jeunesse sacrifiée, traduite en chiffres sur un document officiel. Ma mère a perdu sa maison, son statut et le respect de tous. C'était le prix à payer pour avoir cru que son confort valait plus que sa propre fille. Je n'ai pas assisté à la vente, ni à leur déménagement. J'ai quitté Marseille la semaine suivante, avec 2 valises et le classeur rouge que je n'ai jamais rouvert. En montant dans le train qui m'emmenait loin de cette ville, loin de cette vie, je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse. Je me sentais simplement vide, mais d'un vide apaisant. C'était le silence après une longue et violente tempête. J'avais détruit l'image de ma famille, mais j'avais surtout brisé mes propres chaînes. Je n'étais plus la sauveuse silencieuse, la fille invisible. J'étais juste Léa, une jeune femme de 23 ans, avec un chèque en poche et une page entièrement blanche à écrire. Pour la première fois, l'avenir ne me semblait pas être une menace ou une responsabilité, mais une simple possibilité. Et cela suffisait. Aujourd'hui, je vous parle depuis Lyon. Je vis dans un petit appartement sous les toits, avec une fenêtre qui donne sur les tuiles orangées de la ville. C'est un paysage bien différent de la mer scintillante de Marseille. Mais pour la première fois, je respire. Il n'y a plus ce poids constant sur ma poitrine. Cette attente d'un appel téléphonique qui viendra exiger quelque chose de moi. Les 24 000 € sont sur un compte épargne, mais ce n'est pas l'argent qui m'a libérée. C'est le silence. Le silence de mon téléphone, le silence dans ma tête qui n'est plus rempli de leurs problèmes, de leurs attentes. Parfois,
Je m'assois simplement près de la fenêtre avec une tasse de thé et je savoure le luxe de n'avoir de compte à rendre à personne. Cette paix, je ne l'ai pas reçue en héritage, je l'ai conquise. C'est un trésor bien plus précieux que la maison qu'ils ont perdue, car personne ne pourra jamais me le reprendre. J'ai compris une leçon fondamentale ce soir-là, à cette table de dîner. L'amour ne doit jamais être une dette silencieuse. Le véritable amour ne vous demande pas de vous effacer, de sacrifier vos rêves sur l'autel du confort d'un autre. Ce que je prenais pour de la dévotion filiale était en réalité une transaction à sens unique où je donnais tout et ne recevais rien en retour, pas même le respect le plus élémentaire. Ma mère ne m'aimait pas pour qui j'étais, mais pour ce que je lui permettais d'être, une femme sans souci, vivant dans une belle maison, à l'abri de ses propres erreurs. En brisant le silence, je n'ai pas seulement détruit leur image, j'ai mis fin à ce contrat abusif. Je n'ai plus de contact avec eux, ni avec mon frère. Ce n'est pas de la haine, c'est de la préservation. On ne peut pas guérir une blessure si on laisse la main qui tient le couteau s'en approcher. Avec l'argent que j'ai récupéré, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans. Je me suis inscrite dans une école de photographie. Chaque jour, j'apprends à capturer la lumière, à trouver la beauté dans les détails que personne ne remarque. C'est une forme de thérapie. Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre, en me concentrant sur la façade parfaite des autres. Aujourd'hui, j'apprends à regarder le monde à travers mon propre objectif, à décider ce qui est digne d'être vu, ce qui mérite d'être mis en lumière. Je me pardonne, non pas pour avoir parlé, mais pour avoir attendu si longtemps. Je me pardonne d'avoir cru que mon silence pouvait acheter leur amour. Le classeur rouge est rangé au fond d'un placard. Je n'ai plus besoin de preuves. Ma nouvelle vie est la seule preuve qui compte. Le plus grand changement n'est pas la ville ou les études. Il est à l'intérieur. J'ai appris à poser des limites. Je sais maintenant que dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect de soi. La dignité n'est pas quelque chose que l'on nous accorde. C'est un territoire que l'on doit défendre, parfois même contre ceux qui sont censés nous protéger. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, mais une histoire de réclamation. J'ai réclamé ma jeunesse, mon argent, mais surtout, j'ai réclamé le droit d'exister pour moi-même, et non plus comme la solution invisible aux problèmes des autres. Le silence peut parfois sembler être le prix de la paix, mais j'ai appris que la vraie paix ne commence que lorsque la vérité est enfin dite, peu importe le bruit qu'elle fait en éclatant. Aujourd'hui, quand je regarde par ma fenêtre, je ne vois plus le passé. Je vois des rues à explorer, des visages à photographier, une vie qui m'appartient entièrement. La cicatrice est là, bien sûr. Elle fera toujours partie de moi. Mais elle ne me fait plus mal. Elle me rappelle simplement jusqu'où j'ai dû aller pour trouver ma propre voie et la force de l'utiliser. Cette force, je sais maintenant qu'elle a toujours été en moi, attendant simplement que je cesse d'avoir peur de la personne que je deviendrai en la laissant s'exprimer. Mon histoire est terminée, mais elle soulève une dernière question. Une question que je me suis souvent posée. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?